Salut à toutes et à tous et bienvenue sur Tangerine. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette interview. Je reçois le trio féminin de rock Grandmas Ashes. Elles sortent leur premier album, This Too Shall Pass. On va donc en discuter ensemble et elles vont également me donner leur vision d'un rock moderne et narratif. Allez, c'est parti. Bonjour Grandmas Ashes. Salut. Salut. Je suis très heureux de vous recevoir aujourd'hui dans cette interview de Tangerine. Je voulais vous féliciter pour votre tout premier album. C'est pas tous les jours que ça arrive. Merci beaucoup. On en reparlera dans 10 ans quand vous aurez 8 albums derrière vous et que ce sera très banal de sortir un disque. Yes. Mais voilà, c'est pas la première fois. Enfin, c'est une première, donc ça se fait dignement. Votre album donc s'intitule This Too Shall Pass, qu'on pourrait traduire par ça va aussi passer, c'est ça? Ouais, ceci aussi passera. Ok, parce qu'il y a comme une comment dire, avec ce titre, on sent comme une finitude de la matérialité. Il y a une notion de quelque chose d'assez éphémère. Qu'est-ce que vous avez cherché à dire à travers ce titre? Plein de choses et en même temps tu as tout très bien résumé, je pense. En fait tous les titres on peut un peu tout résumer par beaucoup de résilience, le thème principal abordé c'est le deuil, la mort, l'amour, l'amitié, évidemment classique, mais surtout la résilience beaucoup, donc on pensait que ce serait pas mal dans ce titre-là un peu mis en évidence aussi. On s'est dit que c'était en fait des thèmes assez cycliques de la vie, que tout ce qu'on avait vécu en écrivant cet album, que ce soit des ruptures, des deuils, c'était des choses qu'on était amenés à revivre dans le futur et de manière différente, car on aura nous-mêmes grandi et donc on n'aura pas la même approche par rapport à ça. Et donc c'était une manière de dire que tout est cyclique, tout recommence, et puis en même temps tout a une fin aussi, tout est cyclique et tout s'arrête malgré tout. Puis on s'est rendu compte qu'on était aussi au même endroit dans notre vie toutes les trois. On s'est dit bon là on embrasse un peu des responsabilités d'adultes et on regardait un peu derrière nous et on s'est dit voilà on a dû faire le deuil d'amitié, on a perdu des personnes et donc voilà, on s'est dit que tout ça a été mis derrière nous, mais que à chaque fois qu'on entreprenait des nouvelles relations, on avait ce côté un peu de perte d'innocence, de dire ça aussi voilà ça passera, et en fait il y a des amitiés qui se succèdent, certaines restent, mais voilà, et comme juste le temps qui passe. Ça. Ok, parce que comme vous le dites, il y a plusieurs thèmes dans l'album. Il y a vraiment un grand thème principal, que moi, de ce que j'ai écouté, moi j'ai entendu, c'est la résilience, qui est notamment symbolisée donc via la ronce qu'il y a sur la pochette d'album. Et vous avez aussi un titre qui s'appelle La Ronce. Donc en fait, la résilience, c'est vraiment votre main goal pour tout à ça. fait. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est le fil conducteur. Ouais, c'est le fil conducteur. On l'exploite sur à peu près tous les autres thèmes. En fait, c'est principalement les 3 thèmes qui sont abordés sur la pochette. Donc la colère, le désir et la tristesse, un peu pour faire plus court. Et le fil conducteur, donc t'as la ronce un peu qui passe en travers de ça. Et en fait, dans chaque thème abordé dans ces 3 thèmes, il y a toujours un peu la clôture de ça. C'est toujours la résilience finalement. Bon. Ok. Et du coup, comment vous avez choisi? Moi, j'ai noté à peu près, dans les thèmes dont vous avez parlé tout à l'heure, donc il y a l'amour, le deuil, la rupture, mais aussi l'amour et l'amitié. Ouais. Et comment vous vous êtes retrouvés à choisir ces thèmes-là? Je veux dire, vous en avez déjà un peu parlé là précédemment, mais comment est-ce que vous avez réussi à vous mettre toutes les 3 d'accord en mode on va partir sur ces thèmes-là, quoi? Ouais, ça rejoint, je pense, ce que je disais tout à l'heure, c'est le fait de se poser toutes les 3 en répète, de discuter et de se dire ah oui, moi je vis ça, et en fait ça faisait écho, tout ce qu'on abordait un peu dans des discussions intimes ou banales, tu vois, entre amis, on s'est dit que ça faisait écho à la vie de chacune, en fait, et donc on s'est dit il y a des chansons qu'on avait envie d'écrire toutes les 3 parce qu'on était à ce même point ensemble et parce qu'on avait vécu des choses similaires, et donc c'est venu assez naturellement. Ouais, c'est plutôt en fait après avoir écrit les premières chansons de l'album qu'on a commencé à dégager des thèmes en se disant c'est marrant, ce morceau-là il fait écho à celui-ci mais d'une autre manière parce que c'était un autre moment de nos vies, et c'est comme ça qu'on a dégagé un peu ces 3 grands thèmes.
Ok, donc c'est comme ça que c'est votre manière à vous de mettre en place votre créativité. Ça part d'abord d'échanges, de discussions, et ensuite expliquez-moi du coup comment vous construisez à peu près un morceau, comment vous exploitez la créativité au sein du groupe. En fait, là, c'est très parlant dans cet album-là, particulièrement parce on a profité des 2 derniers confinements pour se voir au studio et puis composer l'album. Et évidemment, pendant ce confinement, il s'est passé plein de choses. Dehors, c'était chaotique et nous, on devait être enfermés chez nous. Donc, on a vécu des deuils, des amitiés compliquées, des ruptures. Et à chaque fois qu'on se retrouvait ici, c'était un peu un souffle d'air frais toutes les 3 parce que on se disait, moi, en ce moment, je vis ça comme ça, il se passe ça. C'est vrai qu'on avait déjà un peu cette formule de composition de discuter un peu, de faire un peu une synthèse toutes les 3 et puis de sortir une chanson, de jammer un peu sur une idée de départ. Et là, c'était un peu une thérapie à 3 pendant ces 2 confinements. Et grosso modo, en général, on discute. Quand on se retrouve le matin avant de répéter, on prend toujours un petit café ensemble, un petit déj, on se raconte un peu nos soirées, machin, puis ça devient très souvent vite philosophique. et on dégage des thèmes en disant tiens, c'est marrant, moi aussi je me suis sentie comme ça la dernière fois, ce serait super d'en faire une chanson par exemple. Et puis ensuite, on jam. C'est ça, et puis on essaie de s'en servir beaucoup dans la musique pour que ça nous donne en gros une sorte de structure. On dit d'abord je me suis sentie comme ça, ensuite ça a évolué comme ça. Et du coup, dans la musique, on va faire en sorte, je sais pas, de commencer une jam très calme et puis de se dire là c'est comme un orage qui gronde, donc on va essayer de faire monter la chose. Toujours et puis dans la narration à fond. Ouais, c'est ça. Ouais, puis on est toujours. On se demande mais qu'est-ce que tu vois toi là quelle couleur C'est hyper synesthésique comme processus. On n'a pas trop le syndrome de la page blanche en fait. Dès qu'il y en a une qui ouvre la bouche, on est en mode ah mais oui ça moi aussi on est tout le temps une pensée mais là ce serait un volcan rouge ou plutôt un raz-de-marée. Là un raz-de-marée mais avec de l'herbe, tu vois, un peu fluo. C'est ça. Et du coup on se retrouve à jammer oui c'est vrai, c'est beau. Du coup on se retrouve à jammer pendant des heures juste sur le volcan qui coule. On est là, quelle forme on va lui donner, et donc ça nous fait plein d'idées. En fait on a mis en place un truc où on enregistre tout en fait. Il y a tout le temps quelque chose qui tourne pendant les répètes, et après en fait on découpe à la maison, on classe en idées en mode ça c'est volcan 1, volcan 2, ça c'est la mélancolie, ça c'est ça le triangle, c'est triangle, ça c'est. Et à partir de tout ça ensuite on en fait des chansons quand on fait différentes parties. Des fois il y a des choses qui se dégagent tout de suite, on n'a pas besoin de faire du découpage. Il y a des chansons dans l'album qui ont été plus intuitives, les dernières qu'on a composées surtout, où là vraiment on s'est dit qu'on avait trouvé la formule, un peu la formule magique de ok, en fait ça fonctionne comme ça, on parle d'un thème, ensuite on vient chacune avec des paroles, on regarde un peu les paroles, moi derrière je les dégrossis un peu, je les filtre pour arriver à en tirer des refrains, des trucs un peu catchy, à pouvoir faire des trucs un peu plus efficaces. Et puis on avait peut-être déjà jammé dessus, on rejamme dessus, après j'essaye de faire un peu la mélodie de voix au clavier, on rejamme dessus avec la voix, et puis après on dégrossit tout. Au final en fait on passe au tamis, tout à chaque étape on repasse au tamis toutes les 3, et il y a toujours on finit toujours toutes les 3 à tout mettre en commun de toute façon jusqu'à ce que ce soit poli comme un petit diamant dont on est satisfait toutes les 3. Ouais, c'est ça. Okay, donc c'est intéressant, il y a quelque chose de l'ordre du naturel, d'assez instinctif que vous suivez pour spontanéité. Ok. Parce que donc j'ai écouté votre album que j'ai beaucoup aimé. Merci. Voilà. Et en fait, par rapport à votre EP précédent de Fates, je trouve que le stoner a une place beaucoup moins centrale dans ce nouveau disque. Et du coup, je voulais savoir pourquoi vous aviez décidé de prendre ce virage un peu plus rock progressif avec ce disque. En fait, pourquoi avoir... je vais pas dire délaisser le stoner, parce qu'il y a quand même des morceaux comme Caféine, ou qui sont... Le style stoner est très présent, mais pourquoi vous en êtes détaché un petit peu en fait ? En fait, comme ce qu'on disait avant, comme ça a été hyper intuitif, je crois qu'on a pris du stoner ce qu'on avait envie de prendre, et on s'est moins posé la question que pour l'EP où on disait non, là voilà, ça il faut que le refrain il soit vraiment efficace, il faut que là on fasse les trucs un peu à l'unisson et tout on continue à se prendre la tête 1000 ans sur chaque track évidemment, mais je crois qu'on s'est senti un peu plus libre aussi du style, en se disant de toute façon
façon, voilà, on fait ce qu'on a envie de faire, et puis si les gens ont envie de nous suivre, c'est narratif. Il y a forcément des moments qui vont être hyper vénères dedans, forcément des moments stoner, et puis le reste, on peut peut-être pas raconter tel truc hyper malheureux, hyper doux, hyper tendre, avec un riff bluesy énorme, avec du shuffle derrière. Peut-être qu'on peut le faire autrement, et ça nous va aussi. C'était un peu une porte d'entrée aussi quand on s'est rencontrés, quoi. En fait, on se connaissait pas. Il y a eu l'émergence de la scène stoner. Myriam bossait comme Texon, elle a vu beaucoup de groupes, elle nous a dit tenez, moi j'adore ces riffs, ça m'influence, et on s'y est intéressé. Et il y a eu quelque chose de beaucoup moins intime où on s'est dit ouais, on fait une musique énergique, ça trace. On a rencontré des groupes aussi qui nous ont influencé dans ce style quand on a commencé en tant que groupe émergent sur la scène française. En fait, la scène stoner nous a un peu, c'est la scène qui nous a ouvert les bras, qui nous a réunis toutes les trois aussi. Et qui en fait on s'est retrouvés dans cette scène, et donc ça nous a influencé. Et là sur les dernières compositions, sur l'album, on a appris beaucoup plus à se connaître et à aller dans les recoins de nos intérêts personnels, à se dire ah ouais, mais en fait moi j'ai aussi telle influence, et à plus creuser vers ça, et à faire une musique plus intime, parce que nous on est devenus aussi plus intimes. Oui, on s'est fait écouter beaucoup de choses, et c'est vrai que à part le stoner, on écoute toutes les trois en fait de tout, aussi bien du métal que de la pop ou du jazz, et on trouvait ça un petit peu dommage de se mettre des barrières et de se dire tiens, on va faire absolument que ce type de musique, alors qu'en fait comme on s'entend bien et qu'on arrive à créer avec tout, autant aller explorer d'autres recoins de... Oui. Ok, parce que Eva, tu as mentionné le mot liberté tout à l'heure. Oui. Et du coup, je me demandais si vous aviez ressenti en fait une sorte d'enfermement avec votre précédente EP, en mode, là, voilà, on est en train de s'enfermer dans la case stoner. Est-ce que c'est pas le premier album, justement, ce serait le moment de faire autre chose, quoi. Je sais pas si on a ressenti un réel enfermement. Moi, je dirais que c'est plutôt, en fait, comme l'a dit Edith, on se connaissait pas très très bien, et c'est une volonté qu'on a eue toutes les trois. On avait 3 jours donc, au studio Ferber pour enregistrer l'EP. Ouais. Et on s'est dit, au lieu de se perdre dans de la production, alors qu'on sait pas exactement ce qu'on a envie de faire, on va faire un EP live, et ce qu'on sait faire, en fait, c'est jouer fort, être efficace et bien se sentir toutes les trois. Ouais. Donc en fait, l'EP, on l'a composé comme ça, quoi. C'est des prises live avec la voix chantée par-dessus après. Ouais. Et on s'est pas du tout posé la question de la production. Alors que là, pour l'album, on a décidé de prendre beaucoup plus notre temps, et de tout maqueter, de faire passer ça dans des logiciels, de rajouter des voix un peu cutées, de prendre le temps de redécouper les morceaux. Et donc forcément, je pense que ça donne une musique qui est un petit peu moins brute que ce qu'on avait dans l'EP, mais qui était une bonne chose pour démarrer. En fait, c'était un parti pris de se mettre un carcan, quoi, de se dire ok, on est 3, on n'ajoute pas d'instruments, on joue live et on voit ce que ça donne. Alors que sur l'album, là, on s'est dit maintenant qu'on se connaît, on n'a plus peur de se perdre, en fait. Et donc depuis dans le fond, je pense qu'il y avait déjà les éléments de l'album présents sur l'EP, en fait, mais en moins exploité, en plus petite quantité, parce que même au moment où on a enregistré l'EP, on avait déjà certaines chansons prêtes pour l'album, mais on s'est dit en fait ça va pas trop dans ça. Et finalement, elles sont pas allées sur l'EP. Ouais. Mais finalement, quand on regarde l'EP, il y a les belles lignes mélodiques, les chœurs, des chœurs, des parties asymétriques, des alternances de signatures rythmiques, donc 4/4, 3/4. Il y a quand même ce côté, même sur AA, un peu ce côté progressif. Ouais. Mais c'était un peu c'était à l'état un peu moins assumé, en fait. Oui, c'est ça. Il y a plein d'influences qu'on avait, où finalement là, quand on a commencé à faire l'album, on s'est dit non mais voilà, en fait t'aimes tel groupe. Moi, t'as parlé de AA, et je pense surtout moi j'avais une frustration vis-à-vis de cette chanson là, où j'écoutais beaucoup Sneaker Pimps à l'époque, et j'avais super envie de tendre vers quelque chose de beaucoup plus affecté. Et pendant l'enregistrement de l'album, en tout cas sur certaines parties de voix, je me suis dit qu'il fallait que je reste un peu voix soul, un peu voix féminine de stoner finalement. Et là, dans cet album-là, je me suis dit non, en fait, la voix soul, ça me correspond pas trop. Moi, j'aime bien les chants d'église, et j'ai envie de faire
un truc hyper affecté, hyper clair, avec par exemple la voix du chanteur de Sneaker Pimps. Et peut-être que si moi, en tout cas vocalement, il n'y avait pas eu ce bon, il faut coller quand même au style un peu stoner, sinon je vais perdre tout le monde avec mes parties de voix un peu trop mélodiques. Là, dans l'album, il n'y a plus du tout ça, quoi. On s'est dit ouais, non, en fait, merde, on fait ce qu'on veut, quoi. Ouais, ok. Parce que y a un truc qui m'a sauté aux oreilles, ce sont les 3 interludes. En fait, je les aime beaucoup. J'ai une préférence pour Grow et Melt. Et en fait, c'était assez surprenant parce que je trouve que, notamment ces 2 interludes-là, n'ont rien à voir avec le reste de l'album. Il y a un côté très bande magnétique dans l'enregistrement. Qui donne un son assez rétro, vintage des années 80. Et il y a du saxo surtout. Oui, sur Melt, ouais. Non, c'est vraiment très cool. J'apprécie vraiment ces 2 morceaux-là. Et je me suis demandé est-ce que vous aviez prévu de les enregistrer au moment de l'album ou est-ce que vous les avez enregistrés après pour apporter une forme de structure à l'album en disant voilà, on va passer... on va mettre une interlude après 3 morceaux et puis une autre après 6 morceaux. Comment c'est venu cette idée des interludes ? Alors c'était prévu déjà. C'était prévu à l'avance. En fait, c'est plein de petits morceaux instrumentaux qu'on ajoute, qu'on mettait en live, par exemple. À la fin de morceaux, en fait, nous, à la base, il y en a beaucoup qui étaient en outro. Mais qui rendaient les chansons un peu trop longues et pas forcément digestes. Et on se disait, ça rentre pas dans une formule single, c'est un peu dommage. Pourtant, c'est hyper beau. Ça va bien dans le ton de, par exemple, ces 2-3 chansons-là, ce bloc de chansons. Et ce serait super joli pour conclure, peut-être. Je pense à Gros, qui était la fin de La Ronce c'est ça. avant. Et de se dire, voilà, en fait, ça pourrait être une interlude sur la résilience. Il y a vraiment 4 thématiques, en fait, dans cet album. Et il y a 4 passages qui sont un peu... Tu as l'intro et les 3 interludes qui sont un peu... Et Melt, c'était la fin de Cassandra. Melt, c'était la fin de Cassandra. Ouais, en fait, après, dans la manière dont on a agencé l'album, au niveau de la tracklist, on a essayé de faire en sorte que chaque partie de l'album soit un petit peu... Enfin, ce qu'on disait tout à l'heure, This Too Shall Pass, c'est ce côté un peu cyclique. Et donc, c'était un petit peu... comme pour marquer les saisons qui changent ou ce genre de choses. Donc il y a Gros où ça passe peut-être de l'automne, de l'hiver au printemps, ou bien Melt où c'est l'hiver qui commence, ce genre de choses. On se disait ok, ça marque un peu le temps qui passe. C'est un peu des transitions entre chaque état, chaque cycle. C'est vrai que ça a été dur un petit peu de trouver de leur place quand même dans l'album parce que comme nous on les jouait à la fin des morceaux. Et quand on a agencé la tracklist, on s'est dit non, ça va pas du tout. Hyper dur. Et moi, je sais que j'ai eu du mal à plus voir Melt juste après Cassandra. Je me suis dit, mais ça fait trop bizarre de le mettre dans l'album. Et finalement, j'aime bien aussi, tu vois, qu'il y ait ce côté puzzle, se dire, en fait, si tu peux l'écouter de plusieurs façons, c'est-à-dire que ce morceau, il peut être aussi à la fin d'un autre. Il y a aussi beaucoup de chansons qui se répondent, en fait. Il y a par exemple la fin de Melt. C'est le tout premier accord de La Ronce. Et La Ronce suit Gros, Spring Harvest dans l'intro de l'album. C'était un bout d'intro de Spring Harvest qu'on a complètement remixé, mais toujours dans la même tonalité que tu peux mettre avant, après. Et en fait, si tu mets tout sur des petits papiers, que tu mets ta main dedans comme ça et que tu en pioches 2, normalement, quasiment tout est en lien à chaque fois. Ouais, c'est ça. Donc on a essayé de jouer avec les tonalités des morceaux, et ce genre de choses. Et sur le CD, d'ailleurs, il y a une track cachée à la fin de Lost at Sea, qui est le dernier interlude. Voilà, donc on essaie de faire un petit peu... il y a de la surprise et tout. Je savais pas. Il y a des petites surprises un peu partout dans l'album. On a mis on a caché vraiment plein de trucs partout. Si tu lis les paroles, il y a encore plein de trucs qui sont planqués, qui te ramènent. C'est un peu comme, tu sais, les livres dont vous êtes le héros, où tu arrives à la page 47 et ça te renvoie à la page 26. Cet album, c'est un peu ça aussi. Okay. Donc là, si je mets l'album et que j'écoute des morceaux à l'envers, je vais entendre des messages. Mais oui, tout à fait. Voilà. Entendre Tangerine est un super média. On avait tout prévu. Ok. Justement, on parlait du temps qui passe. Et moi, je vous ai vu, ça date un petit peu, mais c'était en octobre l'année dernière à la Boule Noire.
Et Eva, justement, tu avais annoncé ces nouveaux, les nouveaux morceaux donc, qui figurent dans l'album. Vous en aviez joué un ou deux, je crois. Et tu avais annoncé ces morceaux sur scène avec, je cite, un côté très Hobbit, à travers un voyage initiatique. Et après, tu as évoqué un petit peu votre voyage initiatique à toutes les trois à travers le rock. Et du coup, je voulais savoir ce que tu entendais par voyage initiatique. Comment vous vous sentez, comment vous avez trouvé votre place en fait? Alors par voyage initiatique, c'était vraiment le côté un peu sororité de la composition de cet album, où on l'a vraiment fait main dans la main pour de vrai, en essuyant les larmes les unes des autres. Il y a eu des décès en fait dans nos entourages, et donc c'était vraiment t'inquiète pas, ça va aller, viens, on va composer ensemble, on va faire des trucs. Donc on a vraiment été littéralement main dans la main pendant toute la composition de cet album-là. Ça nous a vraiment énormément liés. Et Borderlands, qui était la chanson qui suivait mon annonciation de Hobbit, c'est une chanson un peu sur le voyage et nos intentions aussi, la fin des paroles, où c'est vraiment l'envie d'atteindre un sommet, et c'est notre ambition qu'on a toutes les trois, qu'on partage. On a une façon assez similaire de concevoir notre carrière musicale, j'imagine, et on partage en tout cas les mêmes ambitions toutes les trois. Et ce voyage initiatique-là, c'est le voyage qu'on fait dans Grande Masachise en tant que trois femmes et trois amies aussi. Ouais, puis l'album, c'est aussi ça, c'est le voyage initiatique du passage de l'adolescence à l'âge adulte, et aussi d'apprendre à vivre avec le deuil, avec nos émotions, et Oui, je pense que sur le premier EP, on avait tendance un petit peu à mettre du recul sur les chansons en leur donnant des titres un petit peu marrants, et en fait sur cet album on a appris à embrasser nos émotions, en fait, à ne plus en avoir honte, en disant les choses telles qu'elles sont. Et c'est aussi ce qui s'est passé quand on a formé Grande Masachise, où on s'est trouvés toutes les trois et qu'on a réussi à former un espace en fait, où on pouvait être nous-mêmes et parler de choses très intimes, ce qu'on ne peut pas faire en fait, avec très peu d'autres personnes en dehors du groupe. Ouais, c'est vrai, Quand vous dites que vous avez les mêmes ambitions pour votre carrière musicale, vous pouvez être plus précis? C'est qu'on y accorde la même importance. Je pense qu'on a toutes les trois eu des groupes avant Grande Masachise, des groupes d'ados un peu, où ça s'étiole au bout d'un moment. Il y en a forcément un qui se barre, qui dit ah ouais, mais moi, machin. Puis même des groupes maintenant où, à notre âge, il y en a qui commencent à déménager super loin parce qu'ils veulent plus du tout être en métropole, avoir des enfants. Et en fait, je sais que toutes les trois, on se consacre à Grande Masachise véritablement, et qu'on est prête à faire des sacrifices familiaux, amicaux, et c'est arrivé beaucoup de fois de se dire moi j'avais prévu ça, ouais, mais là c'est important pour toutes les trois, et on est en mode ok, vas-y, on va le faire parce que c'est important, parce qu'on vise la même chose, on veut faire grandir le groupe, pouvoir partager notre musique avec le plus de personnes possible. Et je sais qu'on met tout en œuvre toutes les trois. On n'a jamais l'impression qu'il y en a une qui tire vers le bas ou qui plombe un peu le truc. On essaye vraiment de... Oui, et puis je pense qu'il y a un avenir à ce qu'on fait, quoi. Je crois que ça touche des gens, et ça vaut le coup de continuer, quoi. Alors, let's go. Ok. Et du coup, vous êtes rentré un peu dans... Je reviens encore une dernière fois sur le stoner, mais du coup, vous êtes rentré un peu sur la scène stoner. Qu'est-ce que vous y avez appris? Est-ce que ça a été une bonne expérience? Est-ce que vous en êtes déçu? Qu'est-ce qu'il en ressort? C'est important de prendre en compte, de faire attention au public de niche, parce que c'est le meilleur public. Le public stoner, c'est un public hyper solidaire avant tout. Les artistes sont hyper solidaires, et c'est un super milieu. Musicalement, je pense que ça nous a appris à être efficaces. En tout cas dans cet album-là, de partager la scène avec d'autres groupes de stoner, de voir le public qui regarde d'autres groupes de stoner, de se dire mais en fait c'est bien quand on répète le riff 40 fois et pas juste 2, et qu'ensuite on change de structure et puis on fait des petits trucs partout, des fioritures, machin. Donc, je crois que personnellement ça m'a appris à jouer fort, et ça je suis très contente de ça, parce qu'avant j'avais tendance à être un petit peu timide, même si j'étais guitariste principal de mes autres groupes, j'étais toujours un peu en retrait. Puis ensuite quand je suis arrivée à Paris, que j'ai vu mes premiers concerts
concert stoner, j'ai vu des gars arriver et se mettre tellement fort qu'on n'entendait même plus la batterie. Et il y avait la basse et la guitare et je me prenais des vagues de sons. Et en fait, moi, c'est ça que je retiendrai tout le temps, quoi qu'on fasse comme musique, c'est ce côté vraiment ultra massif qu'on retrouve pas dans les autres styles de rock. En fait, c'est ce truc où quand on arrive et qu'on joue un riff à l'unisson, mais ça met tout le monde d'accord, quoi. C'est genre, voilà, donc moi c'est ça que j'adore de cette scène. Le DIY aussi, je pense. Oui. Se crafter, je pense même au niveau des pédales et tout, tu vois, pour chercher ce son, et au niveau du booking et tout, comme je te disais au tout début, on a commencé, on n'avait aucun plan de concert, et on a joué au Camargue Sessions, et on a rencontré plein de groupes dans le sud-est. Et en fait, tu parlais de solidarité, mais c'est vraiment ça. En fait, nous, on connaissait personne. On s'est dit, on est 3 petites meufs parisiennes. Et on s'est fait des potes et partout on s'est en fait France des grâce aux potes stoners. qui nous ont accueillis dès qu'on a fait des tournées un peu dans le sud-est, vers Bordeaux aussi, Nantes, tout ça. Il y a plein de groupes comme Jean ou Warm Sound qui nous ont toujours... À Aix-en-Provence, beaucoup. Marseille aidé. aussi. Nous trouver des plans. Donc tu vois, vous on n'avez s'est pas dit, été lâché dans le vide, en fait. Vous avez rencontré vraiment... c'est vraiment une communauté, en fait. J'allais dire famille, mais je me suis dit non, plus communauté. Non, c'est vraiment une communauté qui est hyper solidaire, qui s'entraide beaucoup, et on n'a jamais été en rade d'un plan, d'un logement ou quoi que ce soit quand il y avait des trucs organisés. Ils nous ont trouvé des plans. La dernière tournée, juste avant la deuxième vague de Covid, on l'a faite à Nantes avec Red Son Atacama. Et c'était Chloé de l'ancienne scène Michelet qui nous a trouvé plein de dates, et en fait on tournait dans des cinémas alors que la France était en train de se reconfiner. Et en fait les gens nous ont quand même accueillis, à Poitiers aussi. C'est un concert qui reste incroyable, mémorable parce que les gens ils voulaient en fait cette scène là, et c'est une scène aussi qui est hyper audacieuse, quoi. Elle va pas s'arrêter au moindre on s'est retrouvés dans une cave avec 40 personnes alors que c'était masque obligatoire, et nous on était là allez c'est bon. Cluster les gars, on vous c'était génial. C'est avec aussi de la bière fait maison. C'est ça. C'est aussi une scène qui est un peu qui fait de la musique qui est violente, qui est bruyante, et en temps de crise, de confinement, de moments où les gens ont le moral qui est complètement plombé, c'était vraiment la meilleure scène dans laquelle jouer, je pense, parce que c'était hyper cathartique. C'était vraiment ce dont on avait besoin, c'est de se prendre un mi à vide avec de la basse et de la fuzz partout, en plein dans la gueule. C'était merveilleux. Ok, bon voilà, ça marche. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de Tangerine et merci de à toi. nous avoir merci présenté à toi. votre album. Merci. Puis,